Bon, ok, on reprend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, mais t'as ce code du stress. Allez, je lance. Bonsoir à toi, Kratan. J'ai baissé un petit peu le son si c'était un petit peu fort, donc du coup voilà. Ça s'est baissé, ça s'est baissé aussi. Ok, on va y arriver. Du coup, zut, j'ai une pub là qui retarde mon arrivée sur le stream. Est-ce qu'on a du son? Est-ce que les gens qui sont là et qui nous écoutent, qui sont gentiment là pour nous écouter, ont du son? Répondez-nous. Merci Dites-le nous. Malak12 pour le follow. Eh bien, t'inquiète. Il me semble qu'on a du son, mais j'ai pas triché d'allumer de mon côté pour vérifier, donc. Ok, bon bah je relance. Oui, vas-y, tu peux y aller. Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live exceptionnel. Est-ce que ça va pour le son? Est-ce qu'on a des petits problèmes techniques ce soir? Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez du son. Donc bienvenue à tous, bienvenue dans ce live qui est une collaboration de Akatsuki no Anime et Vox Teachers. Donc je remercie Eren qui nous accueille chez lui, qui nous a organisé ce magnifique live avec des gens magnifiques et avec qui on va pouvoir discuter durant toute cette soirée du dernier chapitre de Shingeki no Kyojin. Donc moi je suis professeur Majak de la chaîne Vox Teachers et je vais être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la parole aux participants, puis après on va commencer à parler du chapitre, et ensuite, eh bien, on essaiera de faire de temps en temps des petits points sur ce que vous dites dans le chat. Pour ceux qui veulent participer et venir nous rejoindre pour discuter, vous n'hésitez pas à nous demander. Pour l'instant, on est 5, on a un bon chiffre pour essayer de répartir la parole, parce que le but c'est de ne pas être trop non plus pour que tout le monde puisse parler. Et en plus, on a des gens qui parlent beaucoup trop déjà. Donc voilà, eh bien écoutez, je vais vous laisser les gens se présenter. Alors je vais d'abord laisser notre hôte se présenter. Bonsoir Hélène. Bonsoir, je suis ravi de faire ce live. Comme je disais, il était prévu la semaine dernière, mais on a dû le décaler à cause des vacances de tout le monde, tout ça, et à cause du fait qu'il y ait très peu de monde. Donc du coup, ça me fait super plaisir de vous avoir avec nous ce soir, tous les deux, tout le monde, tous ceux qui sont là ce soir, que ce soit vous les viewers ou vous dans le vocal. D'ailleurs, il y a W Browser qui m'a dit qu'il était autorisé à participer au vocal, donc je lui ai mis le. Oui, effectivement, oui. Je lui ai mis le rôle pour qu'il puisse rejoindre le vocal quand il veut en fait. Mais voilà. En tout cas voilà, ça me fait plaisir d'avoir ma poteau Mikasa, mon ami Wolfie qui est un très 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 grand fan de longue date, un viewer de très longue date, donc voilà. Et puis Hipstory que je découvre ce soir. Alors je te connais un petit peu avec les débats qu'on a pu avoir dans les lives précédents, mais voilà. En tout cas voilà, ça me fait plaisir de vous avoir ce soir. Alors on va commencer. Alors Mikasa, c'est à toi de te présenter. Bonsoir du coup à tous, Mikasa ici présente. Je suis la meilleure amie d'Eren, mais en même temps, ça fait très récemment que je suis dans le groupe Akatsuki no Anime. Donc voilà, je vous avoue, je sais pas trop quoi dire, juste à part que j'ai fait 3 édits vite fait pour la chaîne et pour Eren. Mais jusqu'ici, merci. Mais jusqu'ici, je sais pas trop ce que je peux dire en plus, donc voilà. T'inquiète pas, ça viendra. Wolfie. Oui, bonsoir à tous. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, voilà, nous avons une équipe de chroniqueurs qui est partante. Et on allait oublier mon compère Hipstery, avec qui je tiens la chaîne Vox Teachers. Hein. On a un peu tendance à squatter les chaînes et les Discord des du coup, ouais, ça devient une habitude. Oui, bonsoir Hipstery. Bonsoir, oui, c'est un peu notre truc d'aller squatter chez les autres, mais bon, écoute, il y a de la lumière, il fait chaud, donc on est entouré de gens de bonne compagnie et de bonne composition. Il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas sous les meilleurs auspices. Donc je suis très content d'être ici. Ça fait plusieurs fois que
J'aurais aimé participer à des lives en votre compagnie. Bon, bah ça y est, c'est enfin chose faite. Et ben, attaquons tout de suite. Voilà, alors normalement il y a deux W Brothers qui devraient nous rejoindre et voilà, je salue tous ceux qui sont là et qui nous écoutent et je fais une spéciale dédicace à Philippe qui est là et qui nous fait qui au départ ne pouvait pas être là. J'espère que vous allez tous prendre beaucoup de plaisir à nous écouter. Donc on va commencer d'emblée, on va partir du principe que tout le monde a lu le chapitre, hein, c'est bon, on est entre gens de bien. Donc alors la première question c'est qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre? Alors, je vais faire un peu mon prof, hein, je suis désolé, des formations professionnelles. J'ai prévu toute une série de petites questions, c'est pour éviter qu'on dérive trop, voilà, qu'on fasse trop de hors-piste, parce que déjà, moi, c'est tangent, Hipstery, c'est tangent, je le connais, donc on va essayer de se cadrer un peu. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre? Et je donne la parole à notre hôte pour commencer. Alors, ce chapitre, honnêtement, j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé parce qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai vraiment beaucoup aimé. Cette image des rennes dans les nuages, c'était... J'ai les larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Le chapitre était aussi très violent dans certains moments. Et puis il y a eu cette partie un petit peu romance avec Annie et Armin qui m'a plu, mais bon, sans plus, parce que la romance d'un SNK, voilà, quoi, c'est pas foufou, quoi. Mais non, globalement, ce chapitre, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai eu la hype pendant tout le chapitre et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Ok, super. Mikasa, comment as-tu trouvé ce chapitre? Eh bien, premièrement, je pense qu'au niveau de la planche où on voit Eren en tant qu'enfant, m'a semblé assez dérangeante dans le sens où on voit qu'il y a une sorte d'euphorie à ce qu'il fait actuellement en bas, donc le grand terrassement. Et c'est dérangeant, mais c'est assez intéressant dans le sens où on a deux points de vue. Donc Eren qui est grand adulte, qui est en train de détruire toute la surface, et le point où il est enfant, mais pour lui c'est une sorte de liberté. Enfin, selon moi, ce que j'ai interprété. Donc j'ai trouvé assez intéressant le chapitre. Après la petite romance entre Annie et Armin, c'était aussi sympa parce que ça adoucit, on va dire, un peu le volume. Même si, comme l'a dit Eren, dans SNK, on sait très bien que la romance n'a pas trop sa place, mais ça montre qu'elle a quand même un intérêt aussi dedans, qu'elle peut changer des choses, je pense, au niveau du personnage. Sinon, je pense pas avoir d'autres choses à dire, à part que ce volume était assez intéressant. J'aurais aimé quand même qu'on avance un peu plus dans l'histoire. Mais avoir le point de vue de Eren et d'Armin était bien. Alors dérangeant, c'est un peu ce qui définit le chapitre parce que on y reviendra. On voit quand même la mort de deux enfants qui est montrée de manière extrêmement crue. Alors je reviens juste sur le découpage. Je dis ça parce que en plus là, alors je fais ma pub. Il y a ma review qui est sortie aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Ce qui est hyper intéressant, c'est justement on a cette cave des rennes enfants qui surplombe les nuages et de l'autre on voit le sol qui est en train de se faire, où les civils sont en train de se faire massacrer. Et ce qui est hyper intéressant, c'est justement cette séparation qu'il y a entre Eren qui est dans une espèce de ciel dévidé, qui est dans une espèce d'idéal d'absolu, qui est devenu carrément un dieu, et les pauvres gens, le sol, le bassement matériel qui est une pure horreur. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et je salue au passage W Brothers qui vient d'arriver. Bonjour à toi, W Brothers. Bonjour, merci. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter avant de commencer? De toute façon, t'as pas le choix. Voilà. Ah, très bien. La connexion, elle bug pas trop là, ça va? Non, ça va, on t'entend très bien. Ok, très bien. Du coup, je m'appelle Quentin, j'ai 22 ans. Je suis un passionné de cinéma depuis plusieurs années déjà. Et puis, les mangas, c'est aussi une passion chez moi. Puis voilà. Ok. Donc on est là pour discuter du chapitre 131. Du coup, on était à la question de qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors, toi, comme tu viens d'arriver, qu'est-ce que tu en as pensé de ce chapitre? Alors, pour l'instant, j'ai prévu tout un tas de questions histoire d'éviter de faire trop de hors-piste. Et déjà, j'ai déjà commencé. Donc voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce chapitre, toi? Moi, j'ai beaucoup aimé, notamment sur la représentation de l'horreur en fait dedans. Qui est vraiment une horreur du coup de guerre en fait. Simplement tu vois
bah, comme tu disais, le dessin des petites personnes justement. Et j'ai trouvé ça assez marquant. Je suis désolé, mais je vais me mettre en 5 minutes une action. Ok. Ok. Wolfie, qu'est-ce que tu as pensé de ce chapitre? Et moi, j'ai bien kiffé. Bon, je sais très bien que c'est pas un manga, enfin, entre parenthèses, animé de romance, mais j'ai quand même, comme toujours, je kiffe l'histoire entre Eren et Historia, puis j'ai bien aimé comment on expliquait, on montrait on montrait bien le grand terrassement, comment ça se passait. Et voilà. Ok. History, pas plus de 5 minutes. Alors, on va essayer effectivement de faire court. Évidemment, comme chacun de mes co-régionnaires présents, j'ai moi aussi énormément apprécié ce chapitre. Pour les raisons qui ont déjà été évoquées, c'est-à-dire le fait de montrer l'horreur de la guerre, en plus, alors je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, tu as évoqué tout à l'heure la review du chapitre qui est sorti, que tu as faite et qui est sorti aujourd'hui, où tu évoques cette question-là, mais en fait, ça tombe, ce scan sort pour les 75 ans l'anniversaire des 75 ans d'Hiroshima et Nagasaki, au mois d'août. Certes, en manga, c'est le scan qui est sorti à ce moment-là, certes en manga, il va sortir avec un mois de décalage, mais quand même, là, le précédent scan qui devait sortir donc du coup sur le mois d'août en manga, montrait aussi le grand terrassement, donc finalement on est dans les conséquences et on voit ce que ça représente à échelle humaine, donc de ce point de vue-là, c'est quand même très fort. Pour plein de raisons, et je pense qu'on reviendra dessus. Le côté romance, moi, ne m'a pas dérangé, parce que comme le disait Mikasa, je me joins tout à fait à elle, c'est bien de se ramener à un moment à quelque chose de plus calme, et de montrer sous tous ces aspects que ce qui prime finalement dans ce manga, c'est l'humain. Ça a beau s'appeler alors l'attaque des titans en français, ce qui effectivement n'est pas forcément la meilleure traduction, mais c'est plutôt les titans attaquent. Et donc on a l'impression que on va se centrer sur les titans, mais en fait ce qui prime, c'est l'humain. On le voit avec ces personnages de Ramzi et Khalil, on le voit ensuite avec Armin et Annie, même finalement avec Eren, parce qu'on nous présente un visage là aussi finalement plus humain de Eren, alors qu'il avait été beaucoup plus monstrueux dans le précédent chapitre. Donc voilà, pour moi c'est plutôt quelque part c'est bien la quintessence de ce que c'est que SNK. Donc forcément j'ai apprécié. Après j'irai pas jusqu'à dire comme l'a dit, je suppose qu'il y en a qui ont dû le voir, mais dans une de ses reviews le chef otaku qui disait que pour lui ça l'avait marqué comme par exemple le volume de l'Éclipse dans le volume 13 de Berserk, l'épisode de l'Éclipse, c'est pas sur le même plan. Je le mettrai pas sur le même plan. Il cherche pas à raconter quelque chose de similaire et ça ne marque pas de la même manière. Mais en tout cas, c'est un très bon chapitre. Et je m'arrête là. Le chef otaku fait des reviews. Tu m'apprends quelque chose. J'ai dit que j'étais pas taquin ce soir, mais quand même. J'avais prévenu. Donc globalement, c'est un chapitre qui a plu à tout le monde. De toute façon, depuis un an, hein. De toute façon, à chaque fois on dit qu'est-ce qui peut nous sortir de plus, et à chaque fois il nous surprend. Mais pas surprend en mode je fais des twists, etc. C'est juste que l'angle d'approche du manga est surprenant. C'est-à-dire que tout le monde pensait qu'on allait continuer. Ça fait 2 chapitres, donc 2 mois, qui se concentrent uniquement sur le grand terrassement, où il se passe pas grand chose, mais oui, il y a tellement de choses qui est dit sur l'humain, de manière philosophique, sur ce qui se passe, c'est assez incroyable, c'est extrêmement riche. Et en fait, ce qui est génial, c'est que derrière, il y a le propos, il y a le découpage, il y a tout qui sert la narration. Donc c'est vraiment très très bon. Oui, du coup, je donne mon avis. C'était un excellent chapitre. Je pense que tout le monde a bugué au début sur la première partie où on pensait pas voir ça et où il le montre de manière très juste.
finalement. Alors, je vais encore me faire taper par les pro-terrassement sur ma gueule, qui vont venir encore taper sur ma gueule, mais là, j'aime bien parce que c'est un chapitre qui était une réponse à ceux qui disent oui, non, mais le grand terrassement, il a pas de choix, c'est bien, tout ça. Oui, alors sauf que c'est bien ou c'est pas bien, on sait pas. Pour l'instant, il ne prend pas parti, vraiment, mais il nous montre les conséquences quand même. Et il les jette à la tronche du lecteur. Bon, et j'ai l'impression que c'est ce que fait Isayama depuis plusieurs chapitres, c'est de nous montrer des choses et nous donner des grands coups de coude comme ça pour dire « Et t'es d'accord ? Et t'es d'accord ?» et pour voir jusqu'où on va aller. C'est déjà le cas depuis Revelio, en fait. W. si tu veux parler, vas-y. Non, c'était bon, mais oui. Ah, pardon, comme je voyais ton petit symbole comme ça sur... Ah, c'est juste que j'ai toussé, excuse-moi. Ok. En revanche, Majax, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une chose qu'on pourrait rajouter, c'est comme tu disais, il nous donne ces petits coups de coude et comment vous positionnez, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Et finalement, c'est assez intéressant parce que le live qui avait été fait sur la chaîne Twitch ici le mois dernier, c'était pour ou contre, en gros le massacre, le grand terrassement, le génocide, l'anthropocide, peu importe comment on l'appelle. Mais finalement, ici, ce qu'il nous montre, c'est que quelque part la question elle est vaine dans le sens où il veut nous faire nous sentir proches d'Eren pour que justement ça nous mette mal à l'aise, et après il nous balance quelque chose comme le visage de Ramsey pour nous faire saisir les conséquences. Et donc il y a vraiment un jeu comme ça chez Isayama qui va essayer de nous pousser. On est proche d'Eren parce que c'est le protagoniste depuis le début. C'est exactement ce qui avait été, c'était un peu la conclusion qui est arrivée la dernière fois sur le Twitch. C'était, on se sent proche d'Eren, mais en même temps, on se sent gêné aux entournures quand on voit les conséquences. Et c'est ça qui est très intéressant finalement chez Isayama, c'est que il nous amène à nous questionner sur nos prises de position. Alors, je sais que là, j'ouvre la boîte de Pandore en disant ça avec toi. Les autres, n'hésitez pas à réagir aussi. Faut pas qu'on vous pique le... Alors, arrêtez-nous tous les deux si on part trop loin. Parce qu'on se connaît, on travaille ensemble, on a une chaîne ensemble, on a passé les vacances ensemble, on sait comment on peut être. Et les digressions, on en fait souvent. Voilà, alors juste, c'était sur le Discord de l'attaque des Titans France que je vous recommande chaudement parce que c'est un Discord sur SNK que j'aime beaucoup avec des gens sérieux, des gens sympas, des gens intéressants, tout ça. Et il y en avait des très belles discussions et justement il y avait Senbei du serveur qui faisait un parallèle entre SNK et Watchmen, pour ceux qui connaissent, donc Watchmen d'Alan Moore, pas le film de Zack Snyder, s'il vous plaît, où il y avait quelque chose de assez similaire. Alors Hipstery, là, je le sens qu'il est en embuscade pour me choper. Fais gaffe parce que je vais te plaquer. La connaissance c'est coupé d'un coup en fait, je suis passé à 5000 ms et c'est coupé d'un coup en fait. Voilà, on est de retour. Bonjour les gens, bonsoir les gens, désolé, on a eu un petit problème technique. Donc voilà, Eren c'est lui qui stream et du coup on a eu un petit problème. Voilà, c'est dommage. Ne partez pas, restez, on vous aime. Donc, alors on était en train de faire un parallèle entre Watchmen et Shingeki no Kyojin, en sachant que avec Hipstery et d'autres, on soupçonne quand même Isayama d'avoir énormément de connaissances, on va dire en culture générale et en culture classique. Donc, ça m'étonnerait pas que Watchmen soit passé entre ses mains. Et du coup, est-ce que Hipstery, en fait, je pense que je vais te laisser faire le parallèle parce que j'ai trop peur de me faire taper. On va voir si ça marche bien ce que tu as. Alors, tu veux qu'on reprenne quel point exactement ? Le fait de présenter quelque chose qui moralement gêne le spectateur tout en le présentant de manière, on va dire, frontale, tu vois. C'est ça que je veux dire. Alors, bon, la question c'est est-ce que je spoil un peu Watchmen ou pas ?
essaie de pas trop spoiler quand même. Évite de pas trop spoiler. Parce que moi, j'ai pas vu. Je sais que voilà, j'ai vu il y a longtemps, mais ça va pas être le même film qu'on parle du coup. Alors là, nous, on parlait pas du film, mais on comics. parlait du comic book dont c'est tiré. Mais bon, dans les grandes lignes, c'est la même chose. Il y a des éléments de conclusion qui diffèrent, mais dans les grandes lignes, il y a des points identiques. Bon, on va essayer de pas trop spoiler, mais disons que dans Watchmen, l'histoire est centrée autour d'un groupe de super-héros entre guillemets. Il y a qu'un seul dans le lot qui a des super pouvoirs. Les autres, c'est plus ce qu'on appelle des vigilantes. C'est des hommes qui se costument pour aller arrêter des malfrats, mais dans l'œuvre de Moore, ils ont tendance à facilement dépasser les limites de ce qui est acceptable moralement. Et voilà, il y a toute une enquête qui est menée autour d'un complot qui les toucherait. On s'en prendrait à ces personnages-là. Et on essaie de sortir le fil rouge de tout ça. Et derrière, il y a un contexte qui est celui de la guerre froide. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que on est finalement sur quelque chose d'un peu similaire. Certes, c'est la guerre froide, mais la guerre froide, c'est une guerre à ce moment-là qui prend une tournure nucléaire. Lorsque Alan Moore a écrit ça avec David Gibbons, on était dans les années 80. Alors, dès 1985, c'est juste avant le début de ce qu'on appelait la perestroïka, c'est-à-dire que on a une détente entre l'URSS et les États-Unis. Donc, on était dans une période de tension avec plein de projets qui avaient été mis en place, notamment par les États-Unis, pour équiper l'Europe de missiles, etc., etc. Et donc, il y avait cette crainte du déclenchement d'une guerre nucléaire. Donc là, Alan Moore se positionne dans une uchronie, donc un monde alternatif. Et le parallèle avec Shingeki no Kyojin, c'est que du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, le grand terrassement, ça peut rappeler par certains aspects Hiroshima, puisqu'on est 75 ans après. Donc il y a la peur du nucléaire qui est aussi évoquée, qui n'est pas représentée ici véritablement par du nucléaire, mais il y a cette idée-là, il y a quand même tout l'armement qui avait été sorti par les puissances dans le chapitre précédent, dans le scan précédent. Là, on voit ce que font donc les colossaux. Donc il y a ce parallèle-là, cette crainte de l'être humain par rapport à tout ça. Et il y a cette question morale de savoir qu'est-ce qui vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux sauver quelques personnes? Est-ce que la vie de quelques-uns est importante, ou est-ce que c'est la survie du plus grand nombre qui importe? À ceci près que dans les deux cas, la situation est quelque peu renversée, puisque il y a une question autour de... Enfin, c'est plutôt quelques-uns qui seraient sacrifiés dans Watchmen pour la survie du plus grand nombre, là où dans SNK, on a en gros le grand terrassement qui symbolise l'élimination du plus grand nombre pour la survie de quelques-uns, donc les Eldiens sur l'île du paradis. Voilà, en gros, dans les grandes lignes, le parallèle qui peut être fait. Il y a un autre parallèle qui peut être évoqué aussi, c'est par rapport aux fameuses ombres d'Hiroshima. Alors bon, je vais essayer de faire très rapidement là-dessus, mais quand vous avez Ramsey et Khalil qui sont écrasés par le titan colossal, ils laissent une trace de sang qui représente la forme de leur corps. Ce qui, évidemment, c'est pas du tout réaliste. Que ça garde comme ça la forme d'un corps, c'est pas quelque chose de réaliste. Donc c'est fait volontairement par Isayama, d'un point de vue esthétique, il y a un choix esthétique de le représenter de cette manière-là. Et ça rappelle ce qui s'était passé à Hiroshima, c'est-à-dire que après, lorsqu'on a commencé à pouvoir aller dans les décombres de la ville, on s'est aperçu qu'il y avait des traces qui étaient laissées, qui étaient en fait radio-diffusées, radio-projetées des corps. Au moment où il y a eu l'explosion, les corps qui se trouvaient face à l'explosion sont retrouvés radio-projetés, et donc ça a laissé des traces sombres dans les murs, qu'on appelle donc les ombres d'Hiroshima. Il y a une référence assez récurrente à ça également dans Watchmen, mais parce qu'il y a encore cette crainte, comme je vous disais, du nucléaire. Voilà en gros les éléments qu'on pouvait évoquer. Merci. Elle n'avait pas dit 5 minutes? Désolé.
Bon, voilà. Alors, on va passer à la première question. Bah, s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un Moi, ce que je tenais à dire quand même, c'est que on décrit Eren comme un grand méchant qui veut exterminer tout le monde, tout ça, mais il y a quand même son côté humain qui a fait surface et il regrette déjà en fait. Il va pas s'arrêter, il va continuer à aller de l'avant parce qu'il est l'assaillant en fait. C'est le titan qui va de l'avant, c'est l'avancée du titan, tout ça. Donc il continue à aller de l'avant, mais en fait il y a toujours il y a quand même ce côté humain en fait où cette image, j'essaie de l'afficher en même temps que je vous parle, où il s'excuse auprès de Ramsey en fait et il lui dit je suis désolé. On voit son côté humain qui ressurgit et qui montre en fait qu'il a en pleurs en fait. Il est triste quoi. Il fait pas ça par comment dire, Par méchanceté. par méchanceté. C'est son peuple. Encore une fois, ça revient au débat qu'on a déjà eu lors des scans précédents, tout ça, mais en fait, c'est mon peuple ou le monde entier, en fait. Et le monde entier veut exterminer son peuple, alors qu'ils ont rien fait de mal, et du coup, lui veut exterminer le monde pour qu'on les laisse tranquilles, en fait. Et c'est toujours cette opposition-là. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont assez choquants dans le chapitre, hein, mais Alors, je t'arrête parce que tu m'amènes parfaitement à la question, la première question, à part de qu'avez-vous pensé, du coup, on va rentrer dans le dur du sujet. Parce que Eren, il fait pas que ça pour sauver son peuple, il fait ça aussi pour sa liberté. Donc, la question que je vais poser maintenant, c'est, déjà, alors d'abord, on va essayer de définir ensemble qu'est-ce que c'est la liberté ici dans ce chapitre, et est-ce que la liberté peut-elle se payer à ce prix? Vous avez 4 heures. Mon Dieu. qu'est-ce que la liberté? C'est un sujet de philo que j'aurais pu avoir au bac. Hein, donc, Non, jamais tu aurais eu un sujet comme ça au bac, t'inquiète pas. Je connais les sujets. Non, après, ici, non. Après, je dis qu'est-ce que la liberté? Bon, je pense que là, alors, je vais sortir mon petit Hobbes. Ici, on est dans une conception très hobbesienne de la liberté. C'est-à-dire que la liberté, c'est le fait de pouvoir agir sans entrave ni contrainte. Et en fait, Eren, là, en ayant un pouvoir quasiment, je dirais pas infini, mais un pouvoir colossal, il peut s'affranchir de toutes les contraintes qui existent. Et en fait, il est véritablement libre parce qu'il est justement inarrêtable. Et en fait, dans le sens où c'est très hobbesien, c'est-à-dire que Hobbes, il définit, bon, la liberté, voilà, c'est pas un truc métaphysique, c'est pas un truc ontologique, c'est simplement le fait de pouvoir agir comme je le souhaite, sans contrainte, sans être gêné, etc. Et en fait, quand il dit « je suis désolé », il y a quand même la page d'après où il arrive et il dit « je suis déçu, je ne pensais pas qu'il y avait une humanité derrière ». Et en fait, dans un sens, je suis déçu, ça veut dire que je pensais être libre à partir du moment où j'allais franchir la mer et que j'allais pouvoir découvrir le monde, mais non, il y a une humanité qui existe, qui est exactement la même qu'à l'intérieur des murs. Du coup, lui qui rêvait de trucs nouveaux, de découvertes, etc., il se retrouve avec la même merde à plus grande échelle. Ils sont partout, et le fait qu'il y ait autrui, ça gêne le fait qu'il puisse découvrir ce monde, en fait. Autrui le gêne. Voilà. Bon, je pose ça comme réflexion. Allez, qui veut intervenir en premier? moi, on m'a toujours dit... Mikasa, tu veux parler? Oui, pourquoi pas. Vas-y. Du coup, je réponds à ta question. Donc, je pense que déjà, si on répond à la question de qu'est-ce que la liberté, cela dépend clairement du point de vue d'autrui. Genre vraiment, tout le monde a son point de vue à lui sur la liberté. Et ici, dans le cas d'Eren, en fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit, en même temps, non, parce que Eren, qui a le titan assaillant en lui, qui a du coup l'originel, sait déjà pourquoi et jusque quand et jusqu'à où il va devoir aller pour pouvoir avoir cette liberté dont il rêve en fait depuis longtemps. Et quand on prend référence à la dernière page du manga que Isayama nous avait gentiment partagé, et qu'on voit du coup un homme ou une femme, je vous avoue que je pense clairement que c'est un homme, hein, au vu de la carrure du personnage, avec un enfant dans les mains en disant tu es libre. Je pense que Eren, en fait, c'est pas qu'il y ait autrui qui le dérange, c'est le fait que cette malédiction, enfin selon lui, du coup, que c'est une malédiction, le fait d'avoir des titans et toute cette histoire qu'il y a eu derrière avec les peuples, c'est une sorte de répétition. Et pour lui, le fait justement qu'il y a eu ce peuple qui pense exactement pareil, d'où le fait qu'il soit resté d'ailleurs
sur Mars avant d'avoir l'escouade qui reviennent sur l'île aussi avec lui pour affronter les autres titans. On se rend compte qu'en fait, finalement, il est resté là-bas pour observer comment ça se passe et comment pensent justement les gens. Et il s'est rendu compte que, politiquement parlant, parce que Andy, Armin et les autres, clairement, veulent essayer de résoudre ça à la gentille, donc sans guerre, sauf que lui, il a réalisé que ce serait clairement improbable. Les gens n'écouteraient pas. Et pour lui, je sais pas si je me détends un peu du sujet. Non, vas-y, c'est clair en plus. Continue. Mais selon moi, du coup, la liberté, ce serait clairement qu'il n'y ait plus toutes ces contraintes, ce soit les titans, la pensée du peuple, et donc forcément, comme il sait que politiquement parlant, ça aurait jamais fonctionné, c'est comment dire, c'est assez radical, hein, cette décision de faire le grand terrassement. Mais honnêtement, je suis pas pour non plus, je suis ni contre, mais je comprends le fait que Eren ait été obligé de tuer entre guillemets tout le reste du monde pour arriver enfin à ces fins qui est la liberté et la fin de la malédiction, parce que selon moi, avec mes théories, je pense qu'il va clairement tuer les autres titans pour que cela cesse, tout simplement. Ok. Alors juste, je rebondis sur le chat il y a Philippe qui nous dit donc Pemacetti, pour ceux qui suivent le chat, qui dit quelque chose de très intéressant pour lui. Est-ce qu'on ne devrait pas parler d'hubris plutôt que de liberté? Et je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, est-ce que quelqu'un veut expliquer l'hubris? Histoire que je me lance pas dessus. C'est comme vous voulez. Mais si, lance-toi, ça te fait plaisir. Non. C'est typiquement ton domaine. Alors, l'hubris, donc, c'est un mot d'origine grecque, du grec ancien, hein, qui désigne la démesure, en fait. L'hubris, c'est la manifestation d'une passion violente et de l'orgueil. Donc, l'hubris, c'est celui qui se croit plus grand qu'il ne l'est. Donc, c'est quelque chose qui faisait extrêmement peur à des philosophes comme Platon, hein. C'est-à-dire que l'hubris, c'est une forme d'orgueil, d'arrogance qui me met au-dessus des choses. Je me sens au-dessus des choses. Et pour le coup, je trouve que ce que dit Philippe est extrêmement intéressant parce que justement, Eren se met au-dessus des choses littéralement. Oui. Hein, pour le coup, il est Dieu, il se prend pour Dieu, il est au-dessus des cieux. Il a décidé que sa liberté primait sur tout, mais absolument tout. Et finalement, on peut se demander, est-ce que ce qu'il veut atteindre, c'est une véritable et authentique liberté, ou bien est-ce que c'est pas un sentiment d'hubris qui finalement est la manifestation de quelque chose d'un peu puéril et de quelque chose qui relève aussi un peu de l'ivresse, hein, du pouvoir. Parce que finalement, la liberté qu'il acquiert, elle est valable que pour lui. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, je veux bien. Du coup, c'est très intéressant justement. Ça fait penser justement à tous les moments justement où il se laissait emporter par sa soif de pouvoir justement dans la série, enfin dans le manga. Donc notamment dans son combat contre Annie la première fois, où il s'était laissé complètement emporter. Du coup, on se rappelle aussi que le sentiment de liberté qu'Eren il est quelque peu factice. Il provient de Armin à la base. Donc du coup, je me demande si des fois sa perception de la liberté à Eren, elle est pas tronquée tout simplement par son hubris justement. Et alors ce que tu me dis en plus c'est extrêmement intéressant. Alors faut rappeler quand même que la partie où il perd le contrôle contre Annie, il le perd 2 fois, et la deuxième fois qui est vraiment la plus impressionnante, c'est un passage qui est rajouté par l'anime avec la bénédiction d'Isayama. Je voulais dire autre chose. J'avais Oui, je vais oser le parallèle, Ipsiri va me taper dessus. On est un peu dans l'inverse de la trajectoire classique du héros qui refuse le pouvoir. Hein, Joseph Campbell, tout ça, machin truc. Traditionnellement, le héros, celui qui mérite le pouvoir, c'est celui qui le refuse. Aka, la plupart des récits où le héros est promis à une destinée, à monter sur le trône, avec blablabla. Et là, Eren, depuis le début, depuis cette deuxième partie, il embrasse totalement ce pouvoir-là, ce qui pose la question de est-ce qu'il en est digne, finalement. Alors, c'est juste une réflexion que je pose, on va pas
digresser, on va dire. Wolfie, la liberté. T'en penses quoi, la liberté? Est-ce que tout ça, ça mérite? Ben, j'ai envie de dire un truc. C'est pas vraiment à moi d'en juger, mais pour moi, ça mérite la liberté du peuple de l'île, mais par contre, il y aurait eu, malheureusement, il y a pas vraiment d'autre solution. Car il y aurait eu d'autres solutions, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais en un sens, ben ouais, enfin, pour moi, on lui a pris toute sa liberté. Un autre peuple lui a pris sa liberté depuis qu'il est petit. Donc, il mérite de la retrouver en les exterminant. Voilà, j'ai fini. Ok. Eren. Moi, je vais rebondir sur ce que j'ai dit dans le chat tout à l'heure. On m'a appris quand j'étais au lycée que notre liberté s'arrêtait là où commençait celle des autres. Alors, je trouve, je suis peut-être aveuglé par le fait que j'aime plus Eren que autre chose dans ce manga, mais en fait, je ne trouve pas qu'il ait ce sentiment de supériorité, de vouloir écraser l'autre. Cependant, c'est vrai que c'est ce qu'il fait, hein. mais il s'est jamais défini comme un dieu lui-même. En fait, il a jamais dit, à l'image de Kira dans Death Note, il s'est jamais défini lui-même comme un dieu. En fait, il a jamais voulu. En fait, pour moi, il a toujours eu des convictions qu'on l'apprécie ou pas, qui soient spéciales. On l'apprécie, on l'apprécie pas, mais voilà. Et en fait, Eren, en fait, il a toujours été, il a jamais été vraiment libre. En fait, il pensait que en allant dans le bâtiment d'exploration, en allant au-delà des murs, en arrivant à la mer, en allant au-delà de cette mer, il y aurait cette liberté. Mais en fait, non, parce que il se rend compte. En fait, moi, je pense qu'à sa place, franchement, moi aussi, j'aurais été déçu, en fait, dans le sens où toute ma vie, en fait, je suis enfermé, tout ça, par des murs qui me privent de liberté, qui me privent de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, je me bats, j'arrive à sortir de ces murs, j'arrive à vaincre un petit peu ces murs, et je me rends compte qu'en fait, il y a le monde entier qui veut m'exterminer. Donc en fait, je peux comprendre ce sentiment en fait, on l'empêche d'être libre parce qu'on l'empêche de faire ce qu'il a envie, en fait. Donc, encore aujourd'hui, avec le scan qu'on a vu, c'est très difficile de cautionner le grand terrassement. Mais après, encore une fois, pour moi, si c'est pas Eren qui va tenter de les tuer, c'est les autres qui tenteront de tuer les aliens de paradis. Donc, il y en a pas un pour relever l'autre, en fait. C'est tuer l'autre avant qu'il nous tue, en fait, pour moi. Donc, c'est sûr que cette question de liberté, en fait, je peux vraiment comprendre ce point de vue de déception, en fait, de liberté, en fait, parce que, en fait, il s'attendait à qu'il y ait plus d'humains, qu'il puisse explorer le monde et se sentir heureux, en fait, et en fait, il veut explorer le monde, mais il se rend compte qu'il y a des gens qui veulent les exterminer, en fait. Donc, il n'est pas libre, en fait. C'est pour ça que il a jamais eu vraiment cette liberté. Et c'est pour ça que cette image d'Eren dans les cieux, où il est dans les bras, où il dit c'est ça la liberté, en fait, c'est pour ça que cette image, elle est très belle, en fait. Donc, elle a plusieurs sens, on y reviendra sûrement, mais je trouve au final qu'elle est belle, en fait, parce qu'il y a un gros contraste entre l'écrasement, le fait que, justement, t'en parlais dans ta review, le fait où on voit la tête de Ramsey se faire écraser, là, c'est très très malaisant. Et à côté de ça, tu vois Eren qui est en osmose, en plein rêve, en pleine liberté, qui se sent enfin libre, en fait. Mais est-ce que ça reviendra à dire que sa liberté, c'est exterminer les autres? Je pense pas. Mais je pense pas qu'il y a cette hybride, cet ego, en fait, surdimensionné de la part d'Eren, en fait. Après, c'est peut-être parce que j'apprécie trop, mais je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, mais il n'y a pas de bonne réponse, hein, ne t'inquiète pas. Mais... Vas-y, Mikasa. Pardon, j'allais juste rebondir sur au niveau de la déception. Ce serait pas justement pas le fait qu'il y ait des gens derrière le mur aussi, mais le fait que les personnes à tuer se révèlent être des humains aussi, et que de base, Eren s'attendait surtout à devoir tuer tous les titans. Alors qu'au final, il se rend compte que c'est pas juste les titans, mais c'est clairement l'homme lui-même. Oui, il y a ça, je suis déçu qu'il y ait une humanité derrière les murs. Après, la phrase est volontairement...
va dire ambigu. Alors, si je puis me permettre, encore une fois, on vient de prouver que ce manga est très Hobbesien parce qu'on a une application littérale de l'état de nature chez Hobbes. Pour expliquer très rapidement, pour Hobbes, l'état de nature chez Hobbes, c'est un état de nature qu'on ne rencontrera jamais dans la réalité, mais qui peut être observable dans les relations entre États. Et dans l'état de nature, en fait, la question c'est j'ai une liberté naturelle qui est infinie, mais qui est qui est constamment menacée par autrui. Autrui est une menace constante pour ma vie. Or, dans l'état de nature, qu'est-ce que je dois faire pour préserver ma liberté et ma vie ? Je dois accumuler les moyens nécessaires pour pouvoir me protéger et assurer ma vie et ma liberté. Et Hobbes montre qu'il y a plusieurs solutions. Il y a 3 techniques. Il y a accumuler des moyens pour se défendre, attaquer l'autre avant qu'il m'attaque, c'est-à-dire l'attaque préventive, et soumettre l'autre. Et je crois que le 3e, je suis pas sûr, je pense que je me suis trompé, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. En fait, c'est j'attaque, je défends et je tue l'autre quand il m'attaque pour être sûr qu'il ne m'attaque plus. Et pour lui, c'est la relation qui se passe entre les États. Et là, on est clairement dans une application de l'état de nature hobbesien, c'est-à-dire ma liberté, ma vie, vous allez me la prendre, vous allez tenter de me l'arracher, bah du coup je vous annule avant, je fais une attaque préventive avant que le monde ne m'attaque, j'attaque le monde. Et c'est vrai que je dis que c'est très hobbesien, mais ça fait depuis l'arc de la famille royale que je dis que ce manga a beaucoup de relents de Hobbes, d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo dessus. Petite pub. Pardon. Il y a quelqu'un qui veut... J'ai juste une question. Justement, c'est dans quel livre de Hobbes justement dont il parle de ça ? Dans le Léviathan, chapitre 12. Je te donne même le chapitre, c'est le chapitre 12. Sur l'état de nature, en fait. Mais après, il fait à peu près la même version dans le Dekiwe, qui s'appelle ou du citoyen, si tu préfères. Donc voilà, c'est. Alors Hobbes, on caricature ça souvent comme un auteur méchant, tout ça, c'est un peu plus complexe que ça. Mais je vous invite à aller lire ce chapitre 12 du Léviathan, à regarder Shingeki no Kyojin, à le relire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'éléments. On fait juste un petit point sur le chat parce qu'il y a eu des trucs super intéressants qui ont été dits depuis tout à l'heure. Alors Adam Kyojin nous dit « Chacun son point de vue et ses convictions ainsi que sa vision de la liberté. Celle d'Eren est assez particulière et c'est grâce à Armin et c'est aussi un traumatisme. Dans tous les cas, il y aurait un grand terrassement mais pas de cette envergure. » Alors il faudra juste que tu précises, Adam Kyojin, qu'est-ce que tu entends par traumatisme et qu'est-ce que tu entends par un grand terrassement, mais pas de cette envergure. Peut-être que tu parles de la dissuasion qui était la solution au début et qui était une solution potentiellement peut-être viable. C'est-à-dire on fait de la dissuasion, on empêche les autres de nous attaquer et on essaye de prendre contact avec eux et essayer de discuter, hein, le truc qui aurait été bien. Alors, Turluan nous dit... J'ai l'impression que Eren cherche à atteindre un statut plus ou moins divin, au sens spinoziste, donc à être absolument libre. Et que ce moment où il se met à pleurer devant l'enfant, c'est un message de l'auteur, en laissant libre cours à ses affections, il montre qu'il n'est pas digne par essence d'une telle liberté. Donc là, c'est extrêmement intéressant aussi. Alors, je vous laisse aller découvrir la philosophie de Spinoza. Vous avez plein de ressources sur Internet. En fait, ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant parce que en fait, c'est l'idée d'avoir une c'est quoi History, c'est quoi le mot déjà ? Le conatus, voilà, le conatus, le fait de persévérer dans son être, de continuer à vivre et d'accumuler de la puissance. Et en fait, Eren, il essaie d'avoir le plus grand conatus possible, et en fait, il se laisse porter par sa passion, par ses affections, et du coup, il n'est plus vraiment libre. Et alors, c'est un truc qu'on a oublié, que j'avais envie de dire depuis longtemps, c'est que, et vous m'arrêtez si je pars trop loin, Eren, il dit qu'il est libre, mais il est quand même le prisonnier de ses propres passions. Et ça, on a tendance à l'oublier. Parce que il y a sa haine, il y a sa colère, il y a son désir de vengeance, il y a plein de choses qui font que dire qu'il est libre, c'est peut-être un peu rapide. Alors, je continue. Et on le retrouve d'ailleurs, je précise une chose, on le retrouve ça d'ailleurs dans ce scan, puisque il y a le poids de la disparition de sa mère. À un moment, il voit une femme enceinte qui lui rappelle sa mère, et c'est là que ça active. Parce que avant ça, il voit les différentes personnes dans Revelio en se disant ils vont tous mourir, etc., etc. Alors peut-être qu'il s'interroge, mais en tout cas, il a cette image que ils vont tous mourir. Et là, il voit cette femme enceinte, et là, ça l'interroge.
maman, qu'est-ce que tu penserais de moi désormais? Donc il a quand même toujours effectivement ce poids, cette colère de l'origine, et donc il est toujours prisonnier effectivement de ses émotions. Donc en fait, la métaphore par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment Eren et Mikasa, quand il est sorti des murs, il a été confronté des murs d'enceinte sur l'île du paradis, il a été confronté à de nouveaux murs. Mais là, ces murs, c'était les barrières du rejet de la part des autres, la malédiction, mais aussi le mur de ses passions, de sa colère. Et quand tu parles des passions, automatiquement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec l'Hubris, puisqu'il y a de ça dans l'Hubris. D'ailleurs, j'ai revu aujourd'hui la saison 3, enfin depuis 2 jours je la remate, et justement quand Eren défend le fait qu'il faut sauver Armin et non Erwin, il dit c'est le seul qui peut sauver l'humanité, il n'est pas comme Erwin, il n'est pas comme moi, il n'est pas pris par la haine, il veut simplement découvrir le monde. Et je trouve que quand il dit ça, que en fait Armin c'est lui qui va sauver l'humanité, c'est pas lui, je trouve que à la lumière de ce qui se passe, c'est pas une piste, mais c'est intéressant parce que en fait il dit, il est pas pris dans cette haine, lui il est pas prisonnier de ses passions, et c'est peut-être le mec le plus à même de sauver l'humanité. Alors à ce moment-là où il parle, il pense pas que l'humanité elle s'étend au-delà, mais je trouve ça assez lourd de sens. Juste, je finis avec le point chat. Philippe Massetti nous dit la fureur d'Eren s'est exprimée dès le début. L'objet de vengeance évolue seulement depuis le premier tome. C'est-à-dire que quand il dit je les tuerai tous, etc. D'abord c'est au Titan et en fait l'objet de haine s'est déplacé du Titan aux hommes qui vivent à l'extérieur. Et le problème, c'est que dans sa fureur contre les hommes, ceux qui veulent lui arracher sa liberté, ils sont pas tous comme ça. Et je rappelle qu'il y a quand même une bonne partie d'innocents dans cette histoire. Alors juste par rapport à ce que tu disais, Eren, il ne se définit pas comme un dieu, mais il se comporte comme un dieu. C'est-à-dire que ça, je pense qu'on avait discuté la dernière fois. Il juge l'humanité plusieurs fois. Il la juge dans le 123. Il la juge, dans le 130. C'est l'humanité est-elle digne d'être sauvée? Non, je vous détruirai. Et en fait, ça, c'est une attitude de Dieu. Poser un jugement aussi radical de je vous condamne, parce que c'est ça, il arrive, il a une stature divine, il a un pouvoir divin. Il ne se définit pas comme un dieu, mais il se comporte comme tel. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais appelé ma review Deus Irae, le dieu de la colère, parce que justement il y a quelque chose de très divin dans ce qu'il dit. Et petit teasing de ce qui va bientôt arriver, il y a des parallèles très intéressants à faire entre le dieu de l'Ancien Testament et Eren pour le coup. Oui, alors je vais juste rebondir sur ce que tu dis du coup. Je suis assez d'accord, mais après faut prendre en compte aussi que Eren, quand tu dis, il a cette figure divine, mais il est omniscient parce qu'il sait déjà tout ce qui, il a eu des flashs du futur en fait, donc il sait que ça changera pas forcément non plus. Il sait que seul ce qu'il peut faire lui peut changer. Alors c'est pas forcément pour le défendre non plus, parce que tuer des innocents c'est pas non plus ce que j'encourage à faire, même si Eren est mon personnage préféré, mais il a vu des choses qui l'ont. Tu parlais de la saison 3, c'est même moi en la revoyant, parce que je l'ai revu à mon petit neveu il y a quelques temps de ça, et c'est vrai qu'il y a ce fameux message où il dit que c'est pas Erwin qui sauvera l'humanité. Il y a aussi Floch en fait qui dit Froc. Ouais, alors la traduction en français, c'est, ça y est, j'ai regardé j'ai pu acheter les tomes, c'est Froc. Et du coup, la traduction en breton ne passe pas. Voilà, c'est dit. D'accord, mais moi, Froc, ça m'est passé à mon pantalon, mais bon, bref. Oui, ouais, donc, Froc, il dit à un moment donné, seul un démon pourra
pourra sauver l'humanité, et mon rôle à moi est de ramener ce démon à la vie. C'est comme tu disais ça, c'est ce qui pourrait nous faire penser que, bon, là on est complètement hors sujet, mais ce qui pourrait nous faire penser qu'il a encore un rôle à jouer en fait. Alors, ouais, on dérive un peu, on va y revenir un peu dans qu'est-ce qui va se passer. Alors est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur la question de la liberté ou pas? Par contre. Oh, c'est bon. Alors, je pense que... Si Majax, si, juste une petite chose. Parce que dans ta vidéo de review, tu as fait un parallèle avec la tragédie grecque. Ah oui, puisqu'on parlait de l'hubris, vas-y. et puisqu'on parle de l'omniscience, c'est Eren qui parlait à l'instant de l'omniscience. En réalité, le personnage, il n'est pas omniscient. Parce que omniscient, ça voudrait dire qu'il sait absolument tout. Or, en fait, il a des visions, il a des images du futur, donc il sait des choses, mais il ne sait pas forcément absolument tout. La preuve, on l'a dans ce chapitre, puisque il voit Ramsey et il se dit « Ah, mais c'est l'enfant dont j'ai eu la vision ». Donc, il sait partiellement des choses, mais pas la totalité. Et pourquoi est-ce que je voudrais faire un lien avec la tragédie grecque? C'est que dans la tragédie grecque, effectivement, le ressort de la tragédie grecque, c'est le fait que on sait à l'avance qu'il va se produire un destin funeste. Toutes les tragédies grecques fonctionnent sur ce système-là. Par exemple, une des plus célèbres, Oedipe roi. En fait, le père d'Oedipe reçoit la prophétie que son fils le tuera et épousera sa femme. Donc, en fait, les personnages font tout pour essayer d'empêcher cette prophétie dramatique d'arriver. Et en fait, c'est en faisant tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les choses d'arriver qu'ils le provoquent. Alors là, on est sur un cas qui est un petit peu différent, puisque Eren, il va quand même plutôt essayer, enfin, il va pas essayer d'empêcher ce qu'il a vu, mais le fait que sa vision soit incomplète peut signifier qu'il l'interprète mal et que du coup, ça reste ouvert, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il voit qu'il va détruire l'humanité, il a peut-être vu des passages de lui où il déclenchait le grand terrassement, donc il le fait. Et finalement, ça ne nous dit pas que c'est ce qui se produira réellement, c'est peut-être ce qui va se produire. Peut-être que effectivement, s'opposer à lui ne servira à rien. En tout cas, on peut pas dire qu'il est omniscient. Il est possible qu'effectivement, ça se retourne contre lui. Ce parallèle avec la tragédie grecque, moi je pense qu'on peut aussi le voir de cette façon-là. Voilà. C'était tout, c'était un point. Et par rapport à cette question de la liberté, c'était quand même aussi important parce que quelque part, par rapport à la philosophie, puisque Majax nous a fait plein de références philosophiques, il y a le côté presque un peu philosophie stoïcienne là derrière, c'est-à-dire dans la philosophie stoïcienne, je vais chercher à me poser des questions et à essayer d'agir que sur ce sur quoi je sais que je peux avoir une influence. C'est-à-dire que si par exemple je tombe malade, il y a des raisons externes qui font que je vais tomber malade et donc il ne faut pas que ça me rende malheureux. Ce qui va être la source de mon bonheur, ça ne peut être que les choses sur lesquelles moi j'ai la main. Or, ici, c'était une des façons, on en avait discuté, alors c'était pas du tout sur un Discord ou quoi que ce soit, on en avait discuté de façon informelle avec Majax, on s'était dit que c'était peut-être une des façons de concevoir ce qui s'était passé dans la jeunesse, par rapport à Ymir, dans la vie d'Ymir, que finalement, comme elle avait eu des images du futur, elle savait qu'elle ne pouvait rien faire et donc elle n'a pas cherché à le changer. C'est pas parce qu'elle se sentait comme une esclave, c'est qu'elle ne voyait pas d'alternative à tout ça. Et à la fin de ce chapitre-là, enfin on voyait son regard, parce que là elle ne se laissait plus dicter son comportement, mais peut-être parce que là non plus elle ne savait pas ce qui allait se passer, et comme c'est ouvert, elle décide de prendre les devants. Et donc peut-être que là, il y a quelque chose. Alors, comme on l'a déjà dit avec Majax, nous, on n'est pas forcément... Enfin,
c'est pas qu'on n'aime pas faire des théories, c'est que si on en fait, on les garde pour nous, et à la limite, on a toujours peur qu'après, si on va trop loin dans la théorie, on soit déçu si les choses ne se passent pas, donc on préfère en général ne pas en faire. Donc moi, je laisse ouvert ça. Mais en tout cas, il y a des pistes de réflexion par rapport à ces points-là. Voilà, et je m'arrête là. Alors c'est génial parce que tu me donnes la transition sur une première théorie, donc c'est la première théorie de la soirée. Préparez-vous, attachez vos ceintures, accrochez-vous à vos slips. Donc on va évoquer est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la théorie. Alors je précise, hein, comme l'a dit Hipstery, nous on n'est pas fans et on sait que les gens autour de nous peuvent aimer, peuvent apprécier ce genre de choses, etc. Notre public aussi, du coup on va pas se restreindre pour nos propres petites considérations. Donc la question c'est, est-ce qu'Eren voit à travers les canards? Donc théorie développée à la base sur Reddit et popularisée en France par nos amis Kamal et Kita, que je rappelle quand même qui pourrait citer leurs sources quand même, ce serait bien. J'ai dit que j'étais pas taquin aujourd'hui, mais quand même. Donc voilà, hein, c'est aller sur Reddit, hein, vous verrez que vous allez retrouver beaucoup d'éléments. Ah, c'est étrange. Donc alors il y a la théorie comme quoi, à partir de ce chapitre, c'est développé l'idée que Eren pourrait voir à travers les yeux des oiseaux. Qu'en pensez-vous? Est-ce que déjà vous connaissiez la théorie et est-ce que ça vous semble complètement alambiqué, etc. Alors comme ça, moi je me tais, après je passe la parole. J'y crois pas du tout. Parce que l'oiseau c'est un symbole depuis le début, qu'on n'a aucun élément factuel, on n'a que des éléments de découpage, on n'a aucun élément factuel qui justifierait de pourquoi il voit à travers des piafs, et ce qui veut dire que, attention, préparez-vous, je suis d'accord avec Marco Gamer. Attends, c'est la révélation de la soirée là que tu nous fais. Historique. Alors, on avait dit dans notre professeur Dramax que quand il dirait pas de la merde, on le reconnaîtrait. Et là, pour une fois, je dois lui reconnaître que je suis d'accord avec lui. L'oiseau, c'est un symbole. Bon. Et vous en pensez quoi? Eren, vas-y, je te laisse commencer. Alors, le fait qu'il puisse voir à travers les oiseaux parce qu'il contrôle toute chose, tout ça, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux et c'est un peu mettre des explications là où il n'y en a pas. Après, pourquoi il y a cet oiseau qui regarde, par exemple, Annie et Armin qui se glissent entre eux, je sais pas. Parce qu'ils sont proches de la côte et que du coup elle vient se poser là? Non, mais après le truc où il disait que c'est Eren qui observait Falco à la forteresse d'Utgard et qu'en fait après il se coupait volontairement la jambe pour pouvoir intégrer Mar en tant que blessé, tout ça. Je trouve que la théorie est belle, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux en fait. C'est pas mal, hein, mais c'est un peu exagéré en fait. Ça serait vraiment donner tout pouvoir à Eren. En fait, il peut carrément. Non, je suis d'accord avec vous plutôt dans le sens où les oiseaux c'est un symbole, c'est le symbole. C'est eux, les oiseaux sont libres, ils peuvent se déplacer, aller où ils veulent, ils peuvent aller dans les airs, tout ça. Les oiseaux sont plus symbole de liberté qu'autre chose. Après que Eren voit à travers eux, non, je suis pas forcément d'accord. Ok. Quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Mikasa? En fait, je l'ai déjà vu passer d'ailleurs cette théorie souvent sur Twitter et j'en avais parlé avec mon copain. Et tous les deux, on trouve vraiment que cette théorie est vraiment très, mais alors vraiment très peu probable. Pourquoi? Parce que c'est bien beau, c'est vrai qu'il y a pas mal de théories sur SNK, il y a beaucoup de choses à chercher parce que Isayama est un petit cacheté, hein. Faut bien regarder les couvertures, les endings, les openings. Mais de là à aller aussi loin, c'est un peu ça le problème des gens, c'est qu'ils vont vouloir aller beaucoup trop loin. Alors que la théorie de Eren qui voit à travers les oiseaux, c'est trop tiré par les cheveux, c'est un peu n'importe quoi, hein, désolé. Surtout que comme Eren l'a dit aussi ici, c'est que les oiseaux à la limite pourraient avoir une signification comme la liberté ou la mort avec le corbeau d'ailleurs qu'on voit assez souvent, mais je pense pas que ça ira plus loin que ça au niveau des oiseaux, hein. C'est clairement trop cheaté comme pouvoir de la part d'Eren. Je suis d'accord. Donc voilà, c'est mon avis.
Alors, je dois rajouter que sur ce genre de théorie, il y en a 9 sur 10 qui étaient achetés. Le titan bestial qui change de forme suivant le possesseur, la transmission, etc., etc. Enfin, il y a eu beaucoup de bullshit quand même en termes de théorie sur SNK. C'est pour ça qu'avec Hipstery, nous, alors déjà, on n'aime pas spécialement ça, mais en plus, c'est le genre de moment où on fait bon, bah, vas-y, montre-nous parce que le titan bestial le titan bestial qui change de forme selon le possesseur. En fait, on va dire que c'est moins dérangeant je trouve que c'est moins farfelu que le coup des oiseaux, en fait, parce que ça donnerait vraiment beaucoup trop de pouvoir à Eren, en fait. Là, pour le coup, ça donnerait vraiment un pouvoir, mais depuis le début, en fait, alors que non. Enfin, c'est juste des oiseaux et c'est juste, ils arrivent vers les terres, donc du coup, il y a les oiseaux qui sont là, donc c'est pour ça, je pense pas que ce soit Eren qui les observe et qui observe leurs discussions, qui attend qu'ils s'emballent, quoi. Mais, alors, je préviens parce que j'ai la page sous les yeux. Le titan bestial a sa forme de bestial dès le 122 dans le passé, enfin c'est-à-dire dans l'Antiquité, au début. Donc on ne comprendrait pas pourquoi il a changé. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que le titan assaillant est présenté aussi comme un des titans originels qui vient de la même lignée. Du coup, c'est comme le fait de dire que le titan assaillant c'est un autre parasite ou un autre truc. Ben non, en fait, il est présent lui aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut W Brothers? La théorie des oiseaux, les pirates, tu en penses quelque chose ou pas? Bah franchement, j'en avais vite fait entendu parler avant, donc je me suis pas plus renseigné que ça, parce que je trouvais pas la théorie spécialement intéressante. Donc voilà, c'est tout ce que j'en pense, c'est pas spécialement intéressant. Oui. Mais je trouve que tu résumes bien le truc, c'est pas forcément très intéressant, je trouve, et je vois pas trop l'intérêt. Wolfie, tu en penses quoi, toi? T'as le droit d'être pas d'accord avec nous, hein? Wolfie, tu es avec nous? Ouais. Juste que je fais autre chose à côté, je suis en appel avec quelqu'un. Du coup, j'écoutais pas tout. Désolé, j'ai pas écouté ce moment-là. Bon, bah écoute, c'est pas grave, tu passes, t'avais qu'à écouter. Putain, le maître d'école. On sent que c'est la rentrée, faut que... Non, on parlait de la théorie sur les oiseaux. Ah bon, ça existe? Oui, ouais, voilà. Voilà, t'as tout résumé, ça existe. Bah, c'est comme Marc Lévy, ça existe. Ça sert pas à grand chose, mais ça. Désolé. History. Bon, moi, tu sais ce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis pas du genre à vouloir trop me formaliser sur les théories, parce que le problème, c'est que quand tu crées quelque chose, comme le disait en plus tout à l'heure Mikasa, quelque chose qui est tellement capillotracté, qui va tellement loin, que si ça n'arrive pas, après t'es déçu, alors que finalement, c'était pas dans la logique de l'auteur. Autant se laisser porter par ce que nous décrit l'auteur. Un point, moi, qui me paraîtrait énorme, c'est que en termes de diégèse, on arrive quand même vers la fin de l'œuvre. Ça amènerait une modification dans ce qu'on connaissait déjà des Titans, etc. On peut être encore surpris. Mais là, ça serait quelque chose qui serait quand même assez énorme. J'ai vu quelqu'un qui fait des vidéos sur SNK. Je crois que la chaîne s'appelle Zig l'enfant prodige. Qui a fait quelque chose où il disait qu'en fait c'est par le pouvoir du marteau de guerre qu'il arriverait à créer que Eren arriverait à créer des animaux. Alors là aussi, en termes de diégèse, ce serait quand même quelque chose d'assez exceptionnel, parce que le marteau de guerre, jusqu'à maintenant, on l'a pas vu créer des êtres vivants. On l'a pas beaucoup vu de manière générale, mais rien ne tendrait à montrer ça. Voilà, bon, moi je suis pas... Ça me parle pas. Comme tu le disais tout à l'heure, Majax, moi je pense que c'est plutôt quelque chose qui permet de faire des transitions avec une même figure. Donc d'un point de vue esthétique, en fait, c'est pensé je pense plutôt par Isayama. Ça te fait des transitions entre un lieu et un autre, parce que effectivement les oiseaux volent, etc., etc. Il y a certaines figures qui, comme le corbeau, comme le disait Mikasa, qui vont évoquer la mort. Donc c'est notamment dans cet épisode-là, on voit que les corbeaux, on les voit planer au-dessus de Ramsey avant de passer sur les scènes du passé de Eren, et après quand on revient sur Ramsey, c'est le moment où justement il décède. Donc à mon avis, c'est plus de cet ordre-là, effectivement, les oiseaux, que d'aller chercher autre chose. Il y a un côté esthétique, il y a un côté symbolique, et je pense pas qu'il faille chercher plus. Ouais, pour ça on est d'accord. Alors on va faire une dernière petite question, et après je vous propose de faire une courte
courte pause parce que ça fait quand même un petit moment qu'on discute tous ensemble. Comme ça, on va pouvoir se reposer de 3 secondes. Alors, question débile. J'ai décidé de faire des questions débiles, voilà, durant les lives. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti. Pour vous, quel est le personnage qui a la coiffure la plus dégueulasse du manga ? Jean. Oh non, on touche pas à Jean. Connie. Moi, j'aurais dit. Mais Connie, c'est comme Pixies, il a pas de coupe de cheveux. Une coiffure de bite, c'est pas ouf quand même. C'est pas une coiffure ce qu'il a. C'est même plus. À ce stade-là, il est presque chauve le Connie. Non, mais rappelez-vous les espèces de choucroute. En fait, j'ai eu la question. Je me suis posé la question en regardant la saison 3 et en voyant la coupe de Froc, et je me suis dit vraiment, il a une coupe dégueulasse. C'est vrai. Voilà, il y a tout qui est détestable chez lui. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelqu'un pour élire votre coupe de cheveux la plus moche de Shingeki no Je Kyojin? dirais la mienne. Je fais partie de l'univers, je m'appelle Washidi Yeager. Quand même. Non, en vrai, ouais. Et la mienne. Non, Mikasa, tu as une préférence en termes de mocheté capillaire? Non. Bah, clairement, ouais, enfin, je crois qu'il a clairement une coupe dégueulasse, hein, mais je pense que c'est aussi un peu dans son personnage, il fait exprès, c'est qu'il est détestable en tout point. Voilà, Il non, a franchement. Non, mais on aime bien taper sur Froc, et pourtant, c'est un personnage qui est super intéressant dans son côté détestable, justement. Mon petit Mais oui. Navi. ça n'empêche Bah. pas d'avoir été héroïque aussi. Dites-vous qu'au départ, je ne détestais pas ce personnage, genre je trouvais que les propos qu'il avait étaient plutôt intéressants et pas faux en soi. Mais après, il y a un événement, je pense, qui a fait déjà se faire détester. C'est ça, genre vers la suite, voilà, je pense que c'est plus en lisant et plus en voyant comment le personnage évolue qu'on a commencé à le détester aussi. Oui, parce qu'au Mais au début, départ, c'est vrai qu'il avait un point de vue plutôt intéressant dans ses propos, surtout quand il y a Armin qui parlait, disait fallait pas choisir toi parce qu'il expliquait pourquoi Erwin serait plus apte. on est d'accord. W. Brother, c'est ce que tu Alors, as une je suis juste une seconde. J'ai été coupé un instant. J'ai entendu que vous parler de Froc. Il y en a donc qui ont dit que c'était lui qui avait la coupe la plus dégueulasse. Ouais. Bon, bah voilà. Ouais, moi le premier. Ouais, bon. Je suis assez d'accord. J'en peux. Bon, W. Brother, c'est ce que tu votes Froc ou tu es pour quelqu'un d'autre? Un choix compliqué, mais Froc il est pas mal, donc je pense que je vais rester sur Froc aussi. Hein. Ok, donc par le live, Froc est élu pire coiffure, la pire dégueulasse de Shingeki no Kyojin. Allez, adjugé vendu. Voilà. Aussi Donc, si tu vas par là, il a aussi le pire nom maintenant qu'on a la certitude que dans la traduction française c'est Froc. ouais, avec le CK, il y a le CK d'ailleurs, je te signale. Ah Du coup, oui, alors oui, parce qu'on a tout un truc sur l'étymologie de Froc. En fait, c'est d'ailleurs on le dit dans la review. Isayama, il est très friand d'étymologie et il choisit pas ses prénoms au hasard et ses noms aussi. Et tu nous l'as fait rapidement, Hipstery, sur Froc ou pas 2 minutes après on part en pause. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas de véritable prénom en allemand qui correspondent. Donc en fait, c'est un mélange de différents prénoms. D'allemand de prénoms allemands au Moyen Âge qui peuvent correspondre à ça. Alors du coup, il y en a un qui peut être rapproché, c'est le prénom de Falco, puisqu'en fait Falco c'est la version italienne de Falken ou Falk ou encore Folk. Donc il y a ce premier prénom là, Folk avec un F, mais qui est un détournement de Folk avec un V en allemand qui signifie le peuple. Donc en fait, dans ce cas-là, il y a le prénom Froc ou Floc qui serait une inversion de syllabes, mais qui renverrait donc un personnage du peuple, qui colle d'ailleurs à peu près à ce qu'on retrouve dans la version celte, hein, c'est-à-dire alors c'est plus d'ailleurs un nom de famille qu'un prénom chez les Bretons. Floc, ça marchait aussi. Le page, le mousse, ça collait aussi. Mais il y a aussi un terme, alors là pour le coup qui n'est pas un mot, enfin qui n'est pas un prénom, mais qui est un nom commun
d'allemand médiéval qui est Flock, F-L-O-C-K, qui existe aussi en anglais, qui signifie du coup la nuée, si on parle des oiseaux, ou le troupeau, parce que c'est plus rarement utilisé, mais ça peut être utilisé aussi pour du bétail. Donc voilà en gros, et donc finalement tout ça tire un peu dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a un homme du peuple qui fait partie de la nuée, qui est un personnage de second plan finalement, c'est ce qui est dans l'idée avec le page, avec le mousse, c'est quelqu'un qui aide mais qui ne va pas être le personnage principal, et il a une origine pour le coup qui est populaire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup il y a aussi dans son nom pas seulement des aspects germaniques, mais qu'on voit qui vont se retrouver dans d'autres langues saxonnes, puisque l'anglais en fait c'est une langue saxonne, donc c'est un dérivé de l'allemand. Et même chose, je vous disais, en italien on retrouve le prénom Falco, mais qui est en fait un prénom allemand de l'époque où la Prusse et l'Empire d'Autriche-Hongrie dominaient l'Italie, et donc il y avait dans le nord de l'Italie ces prénoms qui étaient apparus. Voilà. Bon. Tout ça pour vous montrer qu'en fait il y a comme ça un mélange avec d'autres peuples, mais qui ont une ascendance germanique et qui se sont mélangés plutôt chez les personnages du peuple. Alors, bon, on va pas rentrer tellement plus dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir distinguer les personnages, en gros des prolos, les prolétaires, les personnages du peuple dans SMK, qui vont avoir des noms qui sont pas forcément des noms purement germaniques, mais qui peuvent avoir une influence d'une autre population qui a été influencée par les germaniques, alors que par contre les familles qui sont des familles nobles, elles vont avoir des noms systématiquement germaniques, entre guillemets germaniques purs, mais qui n'ont pas subi de modifications. Et là il y a un côté qui est assez intéressant entre la famille royale, les familles nobles globalement, qui ont toute une logique de lignée de sang pur, d'entretenir le pouvoir des titans, ce genre de choses, et le petit peuple, qui sont en fait des populations qui ont été conquises par le passé par les Eldiens, à l'ensemble eldien, pour pouvoir avoir une puissance démographique qui leur permettent, en plus de la puissance liée aux titans, qui puisse leur permettre de l'emporter sur les autres. Donc il y a un côté très géopolitique qui transparaît par les prénoms. Voilà. Ok, alors je vous propose à tous de faire une petite pause de 5 minutes. Ok. Et après on se relance, comme ça nous on peut se poser un peu, aller boire un verre d'eau. Voilà. Du coup, les gens le live, donc les survivants qui sont toujours là, restez, les 8 qui sont là, dont en fait les gens qui regardent peut-être, dont les gens qui sont là d'ailleurs. On fait une petite pause rapide et on reprend. Voilà. Donc il est 56. Je vous propose de reprendre à 23h02. Voilà. Ouais, c'est bon. 6 minutes. C'est beau. Bon. Nickel. Voilà. Ok. Bon, Eren, je te laisse mettre la petite musique. J'ai mis la petite transition, la petite pause, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite du live, tous ensemble. Donc ne partez pas le chat, profitez-en pour aller boire, aller fumer une clope, ou aller faire ce que vous avez à faire, et revenez d'ici 5 minutes pour qu'on puisse continuer ce live. Ok. C'est bon, t'as coupé le son ?